Salut à tous, bienvenue dans 7e Dan, le podcast produit par Savoir-être. La mission de ce podcast, vous la connaissez, on souhaite vraiment vous donner des clés de compréhension pour devenir des versions plus alignées de vous-même, plus conscientes de qui vous êtes vraiment. Et l'invité du jour rentre parfaitement dans cette démarche. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Jonathan Kiakuba, cofondateur de la maison Les Autres C'est Toi. Comment ça va, Jonathan? Ça va très bien, très content d'être présent avec toi et je suis prêt. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on se parle, je suis très content qu'on puisse le faire aujourd'hui. Donc merci d'être là. Ça vient d'où, Jonathan? Alors ça vient d'où? Ça vient d'où? Moi, ça vient d'Afrique, du Congo, des quartiers de France et ça vient aussi surtout d'un système que j'ai plus envie d'incarner et d'une position où j'ai plus envie d'être associé aux caractéristiques et aux préjugés qu'on donne à ces fonctions d'être africain, congolais et de quartier. Ok, merci pour la transparence, merci pour ça. Je vais te laisser te présenter, hein, mais si je peux te parler de toi un peu au début, c'est que je dirais que tu as plusieurs casquettes. Tu es père de famille, tu es chef d'entreprise, tu es coach, tu es thérapeute et tu as cofondé la maison Les Autres C'est Toi, à Caen, il me semble. Donc je vais te laisser en parler un peu plus tard, on va en parler un peu plus tard, mais je dirais que c'est une maison de coaching et de thérapie qui aide sa communauté dans toutes les questions de croissance personnelle et de guérison des blessures. C'est ça. On va dire que à la base, je me suis basé sur un concept que j'ai créé, il y a maintenant 6 ans. C'est ACT, les autres, c'est toi. Donc c'est une vision que j'ai eue qui expliquait que finalement, toutes les personnes que tu as en face de toi ne sont que le reflet de ta propre personne et tout s'est articulé autour de ça. J'ai créé mon cabinet de thérapie et maintenant récemment, là, en 2026, j'ai décidé de vraiment de le matérialiser et d'ouvrir la maison ACT, les autres, c'est toi. Un espace où on se retrouve pour des ateliers, de groupe, mes thérapies de base et où je vais certainement bientôt lancer mon podcast où je parlerai beaucoup de masculinité, de conscience et cetera. Donc vraiment, ça s'articule vraiment autour de ce concept-là de «les autres, c'est toi». Ok, excellent. On mettra toutes les informations dans la bio de cette vidéo et je passerai te voir. J'aimerais beaucoup passer te voir un jour. Moi, je pense qu'avec ton travail, donc avec ce que tu viens de dire, avec tes livres, avec tes conférences, avec les podcasts que tu fais, je pense que tu as certainement dû influencer des milliers de personnes, tu vois, à être plus conscientes de comment ils fonctionnent, de leur psyché, et plus alignés avec eux-mêmes. Et moi, c'est sûr, j'en fais partie. Moi, c'est sûr que j'ai été influencé par ton travail, par le e-book dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire un épisode avec toi. Et ce que je te disais aussi, c'est que sur les réseaux, je trouve que on parle beaucoup de connaissance de soi, de santé mentale. Donc, les gens savent que c'est un sujet, mais on leur donne rarement des outils utiles pour prendre soin de la santé mentale, justement. Et je me disais qu'un épisode avec toi, ça pouvait donner des outils concrets pour savoir qu'est-ce que la santé mentale, comment mieux se connaître et comment agir. Une fois qu'on comprend quelque chose, comment on peut vraiment agir sur ça. Mmh. Avant qu'on rentre dans ce sujet, est-ce que tu serais OK de te présenter avec tes mots? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Jonathan Kiakuba, donc je suis thérapeute, comme ça a déjà été dit. Je suis également auteur du livre «Harmonie, la cicatrisation des blessures», un livre que j'ai écrit pour, faire cette mission-là dont tu parles, essayer de guider les gens, les éclairer dans une perception beaucoup plus claire de leur personne et surtout leur faire comprendre que tout ce qu'il y a autour d'eux n'est que le reflet d'eux-mêmes et que lorsque tu vas dans une direction de guérison, tu peux atteindre l'harmonie. Donc voilà comment je me présenterai. Après, aussi, ce que je peux rajouter, comme tu l'as dit, c'est que je suis père de famille, j'ai 4 enfants et une femme avec qui je suis depuis bientôt 12 ans. Donc ça me donne aussi beaucoup de cordes pour, expliquer aux gens comment fonctionne la psychologie, que ce soit, personnel, mais aussi, avec les autres. Parce que finalement, quand tu es en couple depuis tant d'années et que tu as des enfants, tu as beaucoup plus, de points de repère pour te comprendre. Donc voilà ce que je pourrais dire de moi. Je suis d'accord avec toi et il y a un truc qui est impressionnant chez toi, c'est que je trouve que tu as une perception assez fine, une connaissance assez fine de tout ce qui est enfant intérieur, tu vois? Et des blessures et de la gestion des blessures là, de ces blessures justement. Est-ce que toi, c'est un j'ai envie de dire c'est un don? Est-ce que tu l'as depuis l'enfance? Ou, comment c'est arrivé chez toi? Moi, je pense que je suis arrivé sur terre pour cette mission-là. C'est-à-dire, à la base, comprendre quels sont les rouages de la psychologie
et l'exprimer au monde entier. Parce que c'était un parcours qui a été assez difficile pour moi. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment quelqu'un de très empathique, très sensible. Et du coup, j'avais une certaine facilité à comprendre les mécaniques de la psychologie. Sauf que quand on est un homme, quand on est un Africain, on va souvent nous apprendre à réprimer cette partie de nous. Donc forcément, j'ai appris à la taire, à l'éteindre en moi. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis posé une question, je me rappelle, c'était à peu près à l'âge de 25 ans, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui je veux être? Et la réponse qui m'est venue de ça, c'est d'abord qui je suis, avant de savoir qui je Ouais. veux être. Et quand tu commences à comprendre qui tu es, c'est là que tu peux commencer à aller dans ce sens-là. Et dès lors que j'ai compris que j'étais une personne qui était à la base sensible et émotionnelle, comme tout être, j'ai voulu absolument comprendre pourquoi je l'étais. Et en voulant comprendre pourquoi je l'étais, j'ai commencé à vraiment déceler beaucoup de choses sur la psychologie humaine. Et une fois que tu arrives à un stade de compréhension assez grande, ce que tu as envie de faire, c'est de le transmettre. Donc voilà comment j'ai réussi à me lancer dans cette aventure. OK, et si on revient à ton enfance un peu, toi, ta sensibilité, comment tu le elle s'exprimait? Est-ce qu'elle avait de l'espace? Est-ce que tu étais obligé dans ton environnement de la réprimer un peu? Pour moi, franchement, si je suis sincère avec toi, c'était un fardeau. Parce que j'avais une certaine compréhension de mon entourage, du milieu, dans le monde dans lequel je vivais. Ce qui faisait que j'avais tendance à aller très en profondeur dans les choses et prendre les choses très à cœur. Et donc forcément, mes parents, par la peur que je souffre de ça, m'ont beaucoup appris à la base à contiens-toi, canalise-toi. Et d'ailleurs, dans mes enfants, j'en ai une qui a les mêmes caractéristiques. Et c'est très dur de se voir à travers son enfant et de ne pas répéter les codes parce que comme j'ai beaucoup souffert de cette sensibilité-là, j'ai tendance à vouloir aussi des fois l'endurcir, mais en même temps lui ne pas faire la même erreur que mes parents. Donc c'est quelque chose que, à la base petit, c'était compliqué à gérer. Et finalement, en grandissant, j'ai peut-être bifurqué dans un rôle un peu plus insensible. Et plus je grandis, plus je deviens un homme conscient et plus je comprends qu'il faut que je me rapproche de cette partie-là sans qu'elle me dépasse. Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, et je sais que quand on est un petit garçon et qu'on est sensible, c'est un peu mon histoire, hein. Je sais que j'étais très sensible. Il y a une conception que notre entourage a de: «Il faut que tu t'endurcisses. Tu es un Mhm. garçon, il faut que tu sois fort, tu peux pas pleurer, tu peux pas être», je comprends, c'est la faute de personne, hein, mais on comprend pourquoi il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Mais on a souvent grandi dans ce genre de schéma-là de: «Tu es un garçon, pleure pas, arrête de C'est pleurer, ça. sois pas trop sensible», et c'est bien qu'on arrive à casser ce genre de choses-là aujourd'hui, et tu parlais justement tout à l'heure de quand tu es arrivé à 25 ans et que tu t'es posé des questions. Du coup, toi, comment tu découvres la «psychologie» entre guillemets? Est-ce que c'est pour faire un travail sur toi? Ou est-ce que dès le début, tu savais un peu que tu voulais, devenir ce que tu es aujourd'hui? En fait, moi, à la base, j'étais prédestiné à devenir ingénieur parce que mes parents voulaient de moi que je devienne ingénieur et petit à petit, je pense que l'environnement dans lequel je vivais, les caractéristiques de mon foyer a fait que j'ai pas réussi à me concentrer dans les études. L'école, c'était compliqué quand tu habites loin de l'école, quand tu habites dans un foyer aussi qui est conflictuel. Donc forcément, j'avais pas les bases et les codes, alors que pourtant, à la base, j'étais un garçon, très en avance, ce qu'on prédestiné à bout de grandes choses. Et quand j'ai compris que finalement, de par l'environnement dans lequel j'étais, je pouvais pas forcément me concentrer, j'ai commencé un petit peu à décrocher. Et en décrochant, je suis arrivé à un moment donné de ma vie, comme je t'ai dit, à 25 ans, où je venais de me séparer de ma copine. J'étais au McDo et je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que je vais faire de ma vie? Et quand je t'ai dit, quand je me suis dit qui je veux être, j'ai défini une grille claire de qui je voulais être. J'ai dit que je voulais impacter le monde, je voulais fonder une famille et je voulais me sentir libre et en paix. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? J'ai décidé de me remettre avec ma copine, qui aujourd'hui est ma femme, avec qui j'ai eu mes 4 enfants. Et j'ai décidé bah, de quitter le McDo et de faire ce que je fais depuis toujours, c'est-à-dire conseiller les gens. Parce que depuis que je suis petit, même quand j'étais enfant, même des fois ma mère me demandait des conseils sur comment je peux me comporter avec ton père, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Les gens, ils ont toujours une facilité assez déconcertante de me venir, enfin de me demander des conseils. Même des fois, je peux être dans le train et puis il y a quelqu'un qui va me parler comme ça, qui va avoir cette envie. Et je pense que quelque part, mon âme, elle appelait les gens à me montrer quelle était ma destinée quelque part. Donc, j'ai simplement suivi ce qui était, fait pour moi. Et voilà comment je me suis retrouvé dans la psychologie. OK, OK, et moi, de ce que tu dis là, je comprends qu'il y a eu un parcours, et je
je suis un peu d'accord avec ta façon d'expliquer les choses. Et moi, ce que je comprends, c'est que, en fait, quand on fait un travail sur toi, il y a souvent deux étapes. La première étape, c'est peut-être de se comprendre, donc de se regarder et de savoir analyser vraiment notre psyché et de voir qui on est. Et après, il faut agir. Et je pense que quand on se comprend, on a déjà fait une partie du boulot, mais après, il faut se donner les armes pour agir et décider d'agir. Exactement. Et je pense que ma première démarche, c'était de comprendre les autres. Mais je pense que c'était une façon d'éviter de me confronter à moi-même. Donc j'ai essayé vraiment de comprendre les autres pour montrer aux autres comment ils étaient. Et plus j'apprenais sur les autres, plus j'apprenais sur moi. Mais le premier réflexe, c'est d'être dans le déni. On ne veut pas se voir, on ne veut pas se comprendre, on veut essayer plus de montrer aux autres comment ils sont. Et à un moment donné, c'est ça qui fait le passage entre un être mature et conscient et un être dans le déni. C'est que ça nous rattrape. Et à un moment donné, plus j'apprenais sur les gens, plus j'en apprenais sur moi, plus ça me mettait face à qui j'étais réellement. Donc, quand tu commences à te voir réellement tel que tu es, tu as deux options. Soit tu décides de t'éteindre et de ne pas le confronter à la réalité, soit tu décides d'agir. Et moi, dans mon esprit, comme je t'ai dit, on nous a appris la résilience, la force de caractère, être un homme fort, un homme dur. Donc, j'ai mis cette, entre guillemets, cette faille d'éducation à profit. Ouais. Et je m'en suis servi pour du coup être assez fort pour comprendre et me remettre en question moi-même. Et ça m'a aidé après d'intégrer la conscience aussi, pour devenir un être beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il voulait réellement être et pas être conditionné et fermé dans une position d'homme fort, selon les critères qu'on nous a imposés. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et ouais, il y a plusieurs façons d'être fort, justement. Et souvent, être fort, c'est pouvoir se regarder et regarder ses blessures en face, tu vois. Et être vulnérable. Et si on fait un petit aparté sur les blessures, parce que je trouve que c'est une expertise que tu as, dans tes ouvrages, tu parles de déjà savoir regarder ses blessures et on parle souvent des blessures de l'âme. On dit souvent qu'il y a 5 grandes blessures de l'âme qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. Et toi, tu fais la différence entre guérir une blessure et cicatriser une blessure. Est-ce que tu peux nous en parler? Je vais te donner un exemple concret. Demain, si tu prends ton vélo, tu fais une chute à vélo et que tu as une blessure, je sais pas, à la jambe, tu t'ouvres la jambe. Si tu ne prends pas le temps de cicatriser la blessure et tu penses simplement te dire elle va guérir simplement la laissant comme ça, ce qui va se passer, c'est que la blessure, elle va grossir, elle va grandir. Et au lieu de devoir soigner la simple blessure, on va devoir par exemple t'amputer. Et si tu vas pas jusqu'à l'amputation, ben, la blessure elle va prendre tout ton corps et finalement tu risques de mourir. La cicatrisation, c'est le même principe. Quand tu as une blessure, si tu la laisses grandir, elle prend petit à petit ta personnalité, elle devient toi, elle commence à s'intégrer dans tes comportements, dans tes caractéristiques, et tu finis par pourrir. Et la façon la plus simple de pourrir d'une blessure, c'est attraper des maladies. C'est par exemple le cancer. On dit souvent que le cancer, c'est la blessure, enfin c'est une maladie de l'ego. Et au final, c'est c'est ça qui se passe. C'est que tant que tu n'as pas inscrit dans ton conscient que la guérison est nécessaire, tu ne peux pas comprendre que la cicatrisation vient après. Tu dois d'abord guérir ta blessure et comprendre que simplement la guérir et ne pas l'intégrer, ça va forcément emmener vers quelque chose de négatif et, comme je te l'expliquais, cancer, maladie en tout genre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que si on peut aller dans ce qu'on appelle par exemple le langage des oiseaux, on t'explique que la maladie, c'est le maladie. Donc ce qui est le mal qui est en toi, qui a parlé à travers ton corps. Et c'est important que tu puisses l'intégrer. Sinon, ça devient, comme je te l'ai dit, une maladie jusqu'à te tuer finalement. Est-ce que tu penses, moi j'ai un avis un peu sur les blessures et la gestion des blessures, mais est-ce que tu penses qu'on guérit vraiment? Est-ce qu'on guérit, toi en thérapie, est-ce que les gens guérissent vraiment un jour? La guérison, j'ai envie de te dire que c'est un processus, mais la cicatrisation, quand on parle de cicatrisation, est-ce que la blessure que tu as, finalement, elle disparaît? Non, elle se marque sur toi. Ouais. C'est une cicatrice qui vient se poser pour te rappeler le chemin parcouru, sauf que tu n'as plus la douleur. Donc la guérison, ça dépend de comment tu places la définition de la guérison. Si tu places dans quelque chose de il n'y a plus rien, ça a disparu, ça n'arrivera jamais. Mais si tu places comme quelque chose d'une intégration, d'une expérience, là on peut parler français sur ça. Il faut que tu comprennes que c'est une intégration d'une blessure, la cicatrisation, mais c'est pas une disparition. Ok, je suis un peu d'accord avec toi. Je vois que ce que tu veux dire par intégration d'une blessure, parce que moi c'est une discussion que j'ai souvent avec ma femme. C'est, on parle souvent des 5 blessures de l'âme. Du coup, on a fait tous les deux on a lu tous les deux ton e-book et on a fait tous les deux le questionnaire que tu as fait, qu'on mettra en lien.
Et c'est souvent présenté sur Internet comme les blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Mais je pense que quand tu as fait un travail sur ces blessures-là, en fait, au-delà du fait qu'elles t'empêchent d'être toi-même et que ce soit un boulet que tu traînes et qui te ronge la vie, ça peut devenir un repère. Tu vois, ça disparaît pas vraiment, tu apprends à vivre avec, ça peut devenir un repère. Et si je prends, tu vois, un exemple personnel, il y a quelques années, j'ai perdu un très bon ami d'enfance. Tu vois, un mec qui était comme mon frère qui est décédé. Et, et j'ai toujours pas décidé comment je voulais vivre avec ça. Est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que je veux guérir? Est-ce que je veux le garder près de moi pour me souvenir toujours de lui? Et je me suis dit, bien évidemment, c'est une blessure, c'est une cicatrice, donc ça reste sur moi, je le garde près de moi, mais ça m'empêche pas d'être moi-même. Au contraire, ça me donne un repère pour qui je suis. Qui je suis David, bientôt 30 ans, mais j'avance dans ma vie, mais j'ai mon gars avec moi, quoi. Ça dépend ce que tu vas en faire. Et moi, j'aime bien parler d'un précepte japonais qu'on appelle le kintsugi, pour parler de ça, qui est un précepte entre guillemets, récupère des objets abîmés et les reconstruit avec des fils d'or. Et c'est un précepte qui explique que du coup, il faut faire de ces fêlures quelque chose de plus beau. Et si cette perte-là t'en fait une arme pour, par exemple, te dire que maintenant je vais prendre plus soin des autres, être plus présent avec mes proches, penser que les moments sont éphémères et que n'importe qui peut partir, ça serait une grande force. Mais il y a aussi l'inverse, tu peux te dire, tout le monde peut partir, du coup, je vais m'attacher à personne. Donc, c'est vraiment l'angle dans lequel tu vas voir la chose qui va te permettre de grandir. Et c'est ça pour moi le kintsugi. Soit tu récoltes les trucs, les morceaux de la blessure et tu les laisses comme ça et t'en fais un objet qui est disgracieux. Soit tu les récoltes avec de l'or et t'en fais un objet qui est beaucoup plus beau que ce qu'il n'était à la base. Ok, c'est bien dit ça. Je me renseignerai sur le kintsugi. Ok, kintsugi, c'est bien dit. Et toi, dans les thérapies que tu fais, dans les clients que tu vois, est-ce que il y a un pattern qui est connu chez les gens qui ont un peu souffert, c'est que ils s'attachent à leur souffrance, tu vois, comme si s'ils arrêtaient de souffrir, ils perdraient qui ils sont. Et tu as les gens qui en font toute leur personnalité. Peut-être moi, hein, je sais qu'à une époque de ma vie, ma personnalité, elle était basée autour ou mon identité. Au-delà de ma personnalité, mon identité, elle était basée autour des choses que j'avais vécues, tu vois, et que je digérais pas forcément. Euh, Ok, donc est-ce que c'est un pattern commun de s'attacher à sa souffrance-là et pourquoi c'est si dur pourquoi c'est si dur de plus s'attacher à cette souffrance-là et de plus en faire toute son identité? Parce que tout va dépendre de ton niveau de conscience. Quand tu arrives à adhérer que ce que tu vis, c'est un processus et que c'est quelque chose qui va te permettre de devenir plus grand, tu vas pouvoir dépasser ça. Et pour dépasser ça, il faut qu'encore une fois que tu l'intègres et que tu le transcendes. La plupart des gens, ils ont besoin d'une directive pour ça. C'est pour ça que les gens viennent en thérapie. Parce que tout seul, faire le travail d'auto-réflexion, d'auto-analyse des choses, c'est compliqué. Et quand tu as une autorité que tu juges supérieure sur un domaine, tu vas pouvoir avoir un point d'ancrage qui va te permettre de voir la chose d'une manière différente. Parce que quand on est face à soi-même, on n'a pas cet autre curseur qui nous permet de voir la chose différemment. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, pour tout le monde d'aller voir quelqu'un, pas forcément thérapeute, mais d'avoir quelqu'un d'autre qui nous permette d'avoir un point d'ancrage pour mieux comprendre une situation. Et la différence, pour moi, elle vient de là. Ton niveau de conscience pour te permettre de switcher sur une situation, l'adhérer, et une tierce personne qui peut te permettre de voir ça. Parce que comme je le dis moi dans mon précepte, les autres, c'est toi. Donc forcément, une autre personne va toujours te révéler qui t'es et ce que tu vis et ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et moi, dans mes thérapies, là, ce qui est fort, moi, dans mon approche, c'est que déjà d'une, j'ai une façon de cerner les gens assez rapide, de par mon émotivité, ma sensibilité et mon empathie. Mais en plus de ça, ce que j'ai trouvé et j'ai eu du mal aussi à intégrer à la base, c'est que j'ai une autorité naturelle. Ça veut dire que des fois, il y a des gens, ils parlent avec leur mère, leur père. Elles vont dire la même chose que moi j'ai dit, mais ils vont pas réussir à l'intégrer. Et parce que moi, j'incarne quelque chose, il faut que j'assume aussi le fait que maintenant, j'incarne quelqu'un de sage, d'une forme de réussite. Et du coup, les gens, quand je parle, ils m'écoutent. Et de pouvoir être un leader sur ça et leur montrer que, tiens, regarde, moi, je viens de là, j'ai subi des choses, j'étais dans la souffrance, j'ai connu la maltraitance, j'ai connu l'harcèlement. Et malgré ça, j'ai réussi à fonder une famille, j'ai réussi à créer mon entreprise, j'ai réussi à transmettre des choses. Je donne quelque part une forme d'autorité naturelle envers les gens qui leur permet de suivre des conseils, des directives que peut-être ils n'écouteraient pas ça chez les autres.
T'as dit plusieurs choses intéressantes, mais moi, je retiens 2 trucs dans ce que tu viens de dire. Tu as parlé de point d'ancrage, que tu pas obligé d'aller voir un thérapeute, mais la réponse peut venir des autres et d'entités supérieures. Et c'est moi, je suis toi comme moi, on est peut-être très spirituel et je me dis que des fois l'univers ou Dieu, comment tu veux l'appeler ou le tout-puissant, il veut t'envoyer des messages, il veut te faire passer tes messages et il peut passer par les autres. Donc même si c'est pas un thérapeute qui va t'ouvrir les yeux ou te donner ta réponse, ça peut venir de ton entourage. Il faut juste être assez ouvert, parler Mmh. aux gens et peut-être que la réponse va venir de quelqu'un dont tu t'attends pas du tout, en fait. Mmh. Et tu sais, Freud disait: «Je pense donc je suis», et c'est la seule chose dans laquelle tu peux être sûr. Moi, je suis pas sûr que toi, tu penses, tu vois? Je suis sûr que moi, je pense, et moi, je dis souvent aux gens: «Les autres n'existent pas. Ils ne sont que le reflet de ton monde intérieur». Donc dès lors que tu te dis que tu es la seule personne qui existe, comprends que chaque chose qui vient face à toi, chaque expérience, chaque personne est simplement là pour t'envoyer un message, et oublie ce que les autres existent. Pense simplement que tu es la seule personne qui existe sur cette terre et que finalement tu fais partie d'un grand tout. Et ce grand tout, il est simplement l'image de ta personne. Ça, il faut avoir une image un peu, comme tu dis, spirituelle du monde. Mais moi, j'aime penser ça. C'est que finalement, nous ne sommes un seul être unique qui voit le monde à travers ses yeux. Et tout ce qu'il voit, il l'interprète selon son seuil à lui, selon sa vision à lui, selon sa perception. Et quand tu arrives à comprendre ça, à matérialiser ça, à penser qu'à toi, et c'est pour ça que j'aime bien parler d'égoïsme sain, être concentré que sur soi, que sur sa vision du monde, tout va pour le mieux. L'égoïsme, c'est la chose la plus importante qui existe sur Terre. C'est parce que je suis égoïsme que je vais te faire plaisir. Parce que je vais penser à ce que ça va me faire de te faire plaisir. C'est parce que je suis égoïste que je vais venir en aide à mon prochain. Que je vais venir dans des podcasts pour donner au monde mon savoir. Parce qu'en faisant ça, je me sens bien. Je sens de la satisfaction. Et ça, c'est important. Je suis d'accord avec toi et je finirais sur le fait que de se voir à travers les autres, peut-être ça peut éviter d'être dans le déni. Tu sais, il y a souvent un mécanisme qui est très humain et qui est peut-être aussi très masculin, d'être dans le déni, de pas trop voir, les choses qu'on veut pas voir, de pas trop voir les choses qui nous mettent mal à l'aise et de se voir à travers les autres, ça peut nous aider justement à sortir de ça. Et si je peux faire une petite aparté, je peux te parler d'un ami à moi qui s'appelle DSK. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec lui, mon deuxième podcast était avec lui et DSK dans le quotidien, c'est un mec qui est intransigeant avec l'oisiveté. Il incarne une petite forme d'autorité aussi et il est intransigeant avec l'oisiveté dans le sens où lui, il a eu du succès dans sa vie parce qu'il a adopté des préceptes, il était beaucoup de discipline, beaucoup de spiritualité, et cetera et donc quand tu es pote avec lui et qu'il te le partage, il supporte pas le fait que tu fasses rien avec. Tu vois? Il supporte pas le fait que tu aies un don et en fait que tu fasses rien avec et donc c'est bien d'avoir un mec comme ça dans ton entourage dans le sens où des fois, c'est des discussions assez désagréables parce que lui, il est pas dans le déni, donc il te met vraiment face à tes contradictions et il te rentre un peu dedans, mais en fait, c'est pour ton bien. Et la discussion que toi, tu pourrais avoir avec toi-même, parce que toi, tu as déjà compris que tu un peu trop oisif, mais que tu évites, lui, il va pas l'éviter. Lui, il va aller droit dessus. Et c'est important d'avoir des gens dans son entourage. C'est important d'être ouvert au message de l'univers parce que c'est par ces gens-là que tu reçois tes Ouais. messages. Mais tu sais, la sagesse m'a appris une chose, la sagesse entre guillemets, sans vouloir faire le grand sage, mais ça m'a appris une chose, c'est que tout ce que tu rejettes chez les autres, c'est une partie de toi que tu ne veux pas voir. Et au final, tu sais, il n'a pas intégré que sur certains aspects, il était oisif, tu vois? Parce que finalement, si tu n'es pas oisif, c'est que en fond de toi, tu as cette partie de toi en ça, de ça en toi. Parce que comment on sait que quelque chose est bien? C'est parce qu'on a le mal à côté. Et c'est-à-dire qu'on l'a intégré le mal en nous. Et c'est pour ça qu'on fait le bien. Si on rejette le mal, c'est qu'on n'a pas forcément intégré qu'il est en nous. Et que c'est quand tu intègres les choses en toi que tu peux facilement accepter l'autre. S'il n'accepte pas les gens qui sont peut-être trop oisifs, trop d'oisiveté dans leur comportement, c'est parce que quelque part en lui, il l'est sur d'autres aspects. Peut-être que, je sais pas, sur la nourriture, il va mal manger. Peut-être que sur le sport, il va pas faire son sport. Mais par contre, sur ce qui est lui fait, il est à 100% là-dedans. Et quand on apprend à comprendre que on a tout en nous, ce qu'on appelle la loi de polarité, tu as le chaud, le froid, le bien, le mal, et pour réussir à être bien avec soi, il faut intégrer les deux parties. Et malheureusement, dans l'intégration de certains concepts,
on passe par une phase de rejet. Et quand on rejette, on projette sur les autres ce qu'on rejette en nous. Et donc, c'est très bien qu'il ait cette forme de caractère sur un point, mais il ne faut pas qu'il oublie que l'autre partie est aussi en lui. Et quand il va réussir à l'aimer, il comprendra que, bah tiens, finalement, moi aussi, j'étais quelque part un peu feignant sur certains aspects et que je ne peux pas en vouloir à l'autre de l'être. Et j'avais une discussion avec un petit jeune dans un podcast. Il disait, moi, je ne comprends pas, par exemple, les hommes et les femmes qui sont dans des relations qui ne leur apportent rien, mais qui restent. Et qui n'ont pas ces forces de caractère de sortir de cette relation. Et qui n'y arrivent pas. Il disait que lui, bah, il ne pourrait pas accepter ça. Et je lui ai dit une phrase qui l'a un peu chamboulé. Je lui ai dit, donc explique-moi pourquoi tu n'es pas millionnaire. Parce que le millionnaire, il te dira ça aussi. Il te dira, c'est simple de sortir de ces schémas et de commencer à bosser, à travailler sur soi et à investir. Donc, tu ne veux pas tomber sur la personne qui n'est pas capable de faire une chose que toi, tu es capable de faire, parce qu'il y a d'autres choses que tu n'es pas capable de faire. Si c'était aussi simple pour la personne de quitter cette relation, ce serait aussi simple pour toi de devenir millionnaire. Là où toi, tu as une difficulté, l'autre là sur un autre aspect. Et ça, il faut le retenir. Ouais, et puis il a eu besoin de ça. Il a eu besoin de quelqu'un qui soit frontal un peu, qui lui dise les choses de façon un peu assertive. Donc je comprends ça. Et là, tu viens de dire un truc qui est hyper intéressant. Tu as parlé de schéma. Et je pense que c'est humain, hein. Encore une fois, c'est la faute de personne. Mais quand on a souffert un peu, on développe des schémas pour se protéger. Des schémas qui peuvent être répétitifs ou malsains ou répétitifs, malsains ou bons, mauvais, peu importe. Mais on développe des schémas. Et des fois, il y a des schémas qui sont innés chez nous et qui nous dépassent un peu tellement ils nous collent à la peau. Et toi, il y a une notion dont tu parles souvent qui est le transgénérationnel. Donc, par la transgénérationnalité, on a des schémas qui nous collent à la peau. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ta définition du transgénérationnel? Déjà, dans un premier temps, le transgénérationnel, c'est toutes les caractéristiques qui sont héritées de nos ancêtres, pas forcément de nos parents, c'est vraiment nos ancêtres. Des fois, il y a des schémas qui se perpétuent de génération en génération, mais sur différentes formes. Parce que souvent, quand je dis ça, les gens vont dire non, moi, je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme ma mère, sur différentes formes. Par exemple, je ne sais pas, si ton arrière-grand-père était violent avec ton arrière-grand-mère, ça se peut que sur toi, tu ne vis pas la violence d'un mari ou d'une femme sur toi, mais par exemple, une violence envers toi-même. Donc, du coup, c'est le même schéma qui a pris une autre forme. Donc le transgénérationnel, c'est des codes qui vont se transmettre de génération en génération sur plusieurs formes. La première forme, ça va être le conditionnement, des principes qui ont été développés par Pavlov, par Skinner, voilà, des philosophes, des scientifiques qui ont vraiment fait des expériences là-dessus pour expliquer comment on était conditionné par notre environnement. Mais il y a un deuxième aspect qui est maintenant développé aujourd'hui, qui a été démocratisé par une université en Suisse, ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça veut dire que tes parents te transmettent des caractéristiques innées chez eux, mais aussi acquises. Ça veut dire que si ton père à la base était très timide, mais est devenu éloquent, même si c'est quelque chose qu'à la base il a acquis, il peut te le transmettre à travers l'épigénétique. Parce qu'entre guillemets, tu as des gènes qui sont en sommeil. Et quand tu développes quelque chose, c'est pas quelque chose que tu n'avais pas, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi. Et donc quand tu le développes, tu peux le transmettre à ta descendance. Donc forcément, quand tu nais, tu viens et tu viens incarner le prolongement des blessures de tes parents. Et souvent, je dis que quand tu viens au monde, tu viens pour incarner l'une ou l'autre des blessures de ton parent. Donc, tu vas avoir un parent auquel tu vas t'identifier et l'autre auquel tu vas rejeter. Et le but, en fait, c'est d'arriver au milieu de ces parents-là. Si tu es un parent égoïste, l'autre altruiste, tu vas t'identifier à l'un d'eux. Donc, peut-être que toi, tu vas être trop altruiste à la base. Tu vas t'identifier à ton parent qui est altruiste. Tu vois, un qui est trop égoïste et puis l'autre, c'est par exemple la mère, elle va tout donner. Et il va falloir que toi, tu te désidentifies de ta mère et tu te rapproches de ton père en étant au milieu, au centre. Tu vois. Et si par exemple ton père, il a des caractéristiques 1, 2, 3, 4, 5, ta mère, elle a A, B, C, D, E, toi, tu vas peut-être naître avec 1, B, C, 4, 5, tu vois. Ouais. Et ton frère, il va naître avec d'autres caractéristiques. C'est pour ça qu'il y a ce sorte de brassage génétique. Et après, toi, le but, c'est de trouver le juste milieu dans les caractéristiques que tes parents t'ont données. Et c'est ça, pour moi, les joies du transgénérationnel. Mmh. La transition est bien faite, hein. C'est bien qu'on parle des parents parce que quand on parle de blessures de l'âme, de blessures d'enfance, c'est souvent lié à ce qu'on a vécu avec nos parents. Et donc la transition est bien faite. Et là, tu viens de dire ce qui est pour moi le combat de chacun, c'est qu'on vient dans la continuité de nos parents, mais quand on est un peu spirituel, on sait aussi qu'on vient avec une mission, tu vois. Exactement. Et donc c'est souvent une bataille de
être dans la continuité de ce qu'on nous a transmis, de répéter certains cycles, ou alors de décider de déconstruire certains Il y en a cycles qui parce arrivent jamais, hein. qu'on n'est pas venu pour ça. Mmh. Il y en a qui arrivent jamais à casser leur cycle. Mm. Mais c'est clairement le but de ton incarnation, c'est faire en sorte de, entre guillemets, casser le schéma et trouver des pistes de croissance grâce à tes parents. Ouais, Parce, exactement. parce que finalement, ton parent, c'est comme si il a des blessures et des fois, faire un enfant, c'est avoir sa blessure à nu. Et il doit s'en servir pour grandir, mais il s'en sert pas forcément. Mais toi, en réponse, lui aussi est une piste de croissance pour toi, où tu dois t'en servir pour grandir, selon ton propre seuil, parce que ton seuil ne sera pas le même. Et c'est pour ça que je dis souvent, tous les parents sont incompétents et tous les enfants sont ingrats. Parce que forcément, quand tu verras ton parent, peu importe ce qu'il fait de bien, tu auras toujours cette image qu'il n'en fait pas assez. Parce que selon ton seuil à toi, il n'en fait pas assez. Mais selon son seuil à lui, il fait déjà mieux que son parent. Donc il ne comprendra pas pourquoi tu es ingrat. Mais tu es obligé de l'être. Parce que ton seuil est différent. C'est vrai que les enfants sont ingrats, c'est pas de leur faute, mais parce qu'ils savent pas tout ce que le parent a vécu, en fait. Donc, des fois, tu es un peu dur avec tes parents, mais tu sais pas quel fardeau il a eu, tu sais pas quelle enfance il a eu, tu sais pas que c'est un humain comme toi qui se posait des questions. Et c'est pour ça que des fois, ça sert à rien de trop en vouloir à ses parents parce qu'ils ont fait de leur mieux. Mais la piste de guérison, c'est faire ça. C'est intégrer que ton parent, il a simplement vécu une expérience de vie qui est propre à la sienne. Et comme je dis souvent, les autres, c'est toi. Si toi, tu étais à sa place, tu aurais peut-être eu les mêmes caractéristiques. Et le but de la vie, c'est que bah, le petit-fils soit meilleur que le parent et le grand-parent, que l'arrière-grand-parent. Et ça doit être une constante évolution vers la croissance pour qu'à un moment donné, on arrive à une vie où on est heureux. Et moi, il y a une phrase que je déteste aujourd'hui, surtout chez les afrodescendants, etc. C'est la phrase où les gens vont dire bah, nous, on n'a pas connu l'amour, donc c'était très difficile. On n'a pas connu des gestes affectifs, on n'a pas connu ci, on n'a pas connu ça. Très bien, on n'a pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Moi, si mon fils ou ma fille dit on n'a pas connu ça, c'est que j'ai échoué quelque part. C'est que mes enfants doivent dire nous, on n'a pas eu de problème affectif avec notre père. Il était comme ça, comme ça. Par contre, il me reprochera des choses que j'ai reproché à mon père. Mais il faut qu'il y ait une évolution. Mon père était bien meilleur que son père. Et je suis bien meilleur que mon père. Et mon père n'aura aucune mauvaise. Enfin, il ne sentira pas mal d'entendre ça. Je suis meilleur que mon père. Et mon fils doit être meilleur que moi. C'est une base. Je suis d'accord avec ça. Et moi aussi, ça m'agace un peu de trop marteler nos parents quand on est africain, justement, parce que, bon, c'est vrai qu'ils ont des patterns assez communs, mais euh, ils font avec leurs armes et ils n'ont pas les mêmes clés de compréhension du monde que nous. Quand on dit souvent, ouais, j'ai pas eu d'affection de mes parents parce qu'ils ils me racontaient pas d'histoire le soir, ils me faisaient pas de bisous sur le front avant de dormir. Mais son amour, il donnait autrement, il donnait par le sacrifice d'aller travailler tous les jours, le sacrifice de nous acheter des choses alors que c'était peut-être compliqué, le sacrifice de t'amener en France alors que lui, il a grandi ailleurs. Donc en fait, même si on en revient au fait d'être ingrat, hein, mais même si t'es un peu révolté contre ce que tes parents t'ont donné, mais en fait, c'est grâce à eux que tu as tout ça, parce que c'est grâce à l'écosystème qu'ils ont créé pour toi que tu vois, t'épanouir aujourd'hui, quoi. Faire des podcasts, être sur Internet, Mhm. parler, bah, C'est ça. c'est grâce à ton écosystème. Mais c'est ça, il faut intégrer que nos parents nous ont permis une chose en plus, c'est la rébellion. Et cette rébellion, elle vient du fait qu'on a grandi dans un système européen où eux, ils ont droit à la parole. Comme ils ont droit à la parole, nous, en venant ici, on intègre leur code et on commence à parler. On commence à montrer à nos parents, là, vous avez mal fait. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à tous les parents, acceptez que vos enfants soient ingrats parce que c'est la base. Ils ont leur seuil à eux et c'est une logique comme eux-mêmes ont été ingrats avec leurs parents. Et moi, maintenant que je suis devenu un adulte et un parent, je me rends compte qu'en fait, j'ai eu, par exemple, un père, comme je suis un homme, extraordinaire. Mais à l'époque, je disais tout le temps, mon père, il est trop dur. Mon père, il met la misère sur l'école. Il me donne des morales tout le temps. Il me casse la tête avec ses morales à 2 balles, quelque part. Mais en fait, j'ai eu un père extraordinaire. Parce qu'il m'a appris, inculqué des valeurs qui sont énormes. Et quand je vois son éducation à lui, qui est vraiment très à l'africaine, très dure, je me dis, déjà, mon père, c'est déjà une anomalie dans ce qu'il m'a donné. Et moi, j'aspire à être encore plus une anomalie pour mon fils qui aujourd'hui a 5 ans et qui... Je lui mets une pression dans le sens où tu dois être un homme qui est meilleur que moi. Ouais. Et c'est une bonne pression. Je lui donne pas une pression, tu dois être fort, tu dois pas pleurer. Non, tu dois être meilleur que moi. Et ça, c'est une pression qui est énorme, mais c'est une bonne pression. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est bien qu'on parle des enfants et de la prise de conscience des enfants.
Bah, déjà, maman, je t'aime. Je sais qu'on a été ingrats, mais c'est pas notre faute, on est comme ça, je t'aime. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup changé quand, il y a eu des enfants autour de moi. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un neveu qui est comme mon fils. C'est mon filleul, c'est le fils de mon frère et je sais que la naissance du petit, vraiment, quand il a eu 3 jours, ça a tout changé en moi parce que ça m'a ouvert les yeux, donc j'ai, eu plus d'indulgence, tu sais, sur mes parents et ça m'a changé, en fait. Ça m'a changé je sais que c'est qui tout double. Tu as des gens qui, quand ils font des enfants, le font pour les mauvaises raisons et du coup, ça règle rien et au contraire, ça crée des problèmes qui, s'enchevêtrent ou moi, dans mon cas, et tu vas me dire si c'est ton cas aussi, mais moi, ça a tout changé et les prises de conscience que j'ai eues, le pardon que j'ai accordé, les blessures que j'ai cicatrisées, elles sont venues de la bénédiction d'avoir un enfant en face de moi, quoi. Mmh. Moi, j'ai eu 2 événements qui ont changé ma vie par rapport à ça. C'est quand j'ai rencontré ma femme, où j'ai vu qui j'étais dans le miroir qu'elle était face à moi. Je me suis vu «tout nu» entre guillemets et ça a été une épreuve très dure parce que du coup, tout un système de croyances s'effondre et là, j'ai commencé à me remettre en question sur ma personne et dès que j'ai eu un enfant, là, ça a complètement changé ma vie parce que je me suis senti responsable de quelque chose et surtout, heu, j'étais quelqu'un qui devait perpétuer un héritage tout en lui donnant de nouvelles bases. Donc ça m'a donné une énorme responsabilité parce que j'ai une éducation, j'ai un héritage, j'ai, aussi des bonnes bases qui sont aussi, comme je dis, congolaises, africaines et qui sont importantes à transmettre à mes enfants. Mais j'ai aussi une intégration de la masculinité consciente, la paternité consciente que je dois transmettre à mes enfants pour ne pas être un gâchis dans la continuité de du transgénérationnel. Il faut que je puisse transmettre quelque chose de différent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer ce cap-là. Encore une fois, je ne leur en veux pas parce qu'il faut réussir à sortir du déni. Mais sortir du déni, ça veut dire quoi? Sortir du voile et du masque qu'on se met en face de soi. Donc c'est doublement difficile. Et c'est pour ça que les autres sont vraiment un point d'ancrage important. Et ça, il faut l'intégrer. Je suis là pour ça, à travers des podcasts, à travers mon livre, à travers mes vidéos. Je sais que beaucoup d'autres personnes sont là pour ça. Il y en a beaucoup. Et toi aussi, tu en fais partie de ces missionnaires. Merci, merci beaucoup. Et tu as dit un truc intéressant. L'héritage, en fait, quand on a un enfant, l'héritage, il vient avec son lot d'armes, son lot d'outils, son lot de dons, son lot de fardeaux qui malheureusement, tu vois, vont s'en se mettre un petit peu. Et est-ce que toi, tu as eu, bah, tu t'en as peut-être un peu parlé, mais comment tu as réussi à pas tout transmettre malgré toi? Tu vois, dans l'héritage que tu donnes à tes enfants, comment tu as réussi à casser certaines choses et à transmettre ce que tu voulais transmettre consciemment? Ou est-ce que tu as réussi? J'ai réussi sur certains points, mais sur d'autres, non. Et des fois, je m'en veux même, des fois, en tant que parent, à me dire là, parce qu'en plus, le plus dur pour moi, c'est que j'ai la conscience. C'est-à-dire, j'ai conscience que quand j'ai une action, cette action-là influence sur toute la vie de mon enfant. Et du coup, là, il faut pas rentrer dans la culpabilisation. Parce que tu te rends compte que ce que tu fais, ça va agir. Et ça me dépasse par moments. Mais le fait de comprendre pourquoi j'agis comme ça, c'est ça qui m'aide. Je comprends que si je suis encore, par exemple, des fois, je suis peut-être trop dur. Parce que je veux que mes enfants ils aient un cadre, une ligne directrice. Une ligne directrice. Et quand je suis trop dur, je me reviens à moi en me disant, c'est que j'ai pas encore intégré la partie que je dois intégrer. Et du coup, je la projette sur mon enfant. Il faut que j'arrive à comprendre que mon enfant ne m'appartient pas. Il va faire ses choix. Je dois juste être un guide, pas être un tyran. Et je sais que par moments, j'ai ce côté où je suis peut-être un peu trop dur dans il faut que tu sois sérieux sur ci, il faut que tu sois sérieux sur ça, il faut que tu te relèves, il faut que tu te battes. Mais non, mon enfant, je dois lui donner un exemple en tant que personne, mais pas être là pour être le dirigeant. Et du coup, oui, j'ai réussi sur certains points, mais non, je n'ai pas réussi. Et tout ce que j'ai réussi, c'est grâce à eux, donc ma femme, mes enfants, mais grâce aux autres, qui, comme je l'ai dit, sont une partie de moi, soit que j'admire, soit que je rejette. Et ça, moi, pour moi, c'est la plus grande leçon que j'ai envie de donner aux gens. Quand on arrive à comprendre que les autres, enfin, tout ce que je dis, ça parle que de moi. Que ce soit dans la critique, dans la valorisation, ou simplement dans la perception que j'ai du monde, ça parle que de moi. Quand on arrivera tous à comprendre ça, on sera dans une forme de croissance universelle. Et la transition est parfaite. Je pense qu'à ce moment-là du podcast, les gens qui connaissaient pas ont compris un peu l'expertise que tu as et les parcours que tu as. Et là, tu viens de parler de ta femme et du fait que les autres sont ton reflet, enfin le reflet de tout le monde.
Et c'est aussi le nom de ton entreprise. Les autres, c'est toi. La maison, les autres, c'est toi. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu l'as créée, cette maison il me semble que ta femme est associée aussi dans cette maison. Donc, est-ce que tu peux nous parler voilà, du processus de création et de qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les autres, c'est toi? Le processus de création, il est très simple. C'est à un moment donné, j'arrive à la croisée des chemins où j'ai besoin de me trouver, de savoir qui je suis. Et je comprends que je suis fait pour ça. Je suis fait pour aider les gens dans leur croissance, dans leur compréhension. Et je comprends que si je le comprends, c'est grâce aux autres. Donc forcément, si c'est grâce aux autres, c'est que les autres sont une partie de moi. Et c'est comme ça que j'intègre ça. Et pour l'anecdote, comment je suis parti sur ce nom-là d'entreprise, c'est en étant en 2016, il me semble. J'étais à un loto avec ma femme et tous les lots passaient et on gagnait aucun lot, aucun lot, aucun lot. Et arrivé à la fin, il y a un scooter à gagner. Et ma femme me dit, ça sert à rien, on va rien gagner, on va rien gagner, c'est toujours les autres qui gagnent. Et je lui dis, mais attends, on sait jamais. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, après de nombreux rebondissements, une personne qui gagne le lot, qui finalement le refuse parce qu'elle a déjà gagné un autre lot, c'est ma femme qui finit par le gagner. Donc je lui explique, bah, tu vois, aujourd'hui, les autres, c'est toi. Et depuis, ça m'est resté. Et j'avais même pas compris que finalement, cette phrase-là, elle était beaucoup plus profonde que je le pensais. À la base, je l'ai prise juste pour ça. Et c'est devenu tout un concept, tout un credo. Et après, forcément, quand mon entreprise a grandi, après avoir eu des centaines de milliers d'abonnés, avoir aidé des milliers de personnes, il fallait que je le matérialise d'une certaine façon. Donc, j'ai décidé de créer la maison ACT, qui serait vraiment le lieu où on co-créerait cet espace de, de compréhension que le monde, c'est nous, qu'on est une sorte de toute puissance universelle et que c'est ce point de base-là qui va déterminer ça. Donc ma femme, elle a arrêté de travailler en 2025 pour me rejoindre aussi et se lancer aussi dans la thérapie. Donc elle aussi, elle accompagne plus des femmes dans avoir un esprit de femme consciente, aussi dans la maternité, dans la parentalité, dans l'estime et la confiance. Et du coup, on a vraiment une équipe complémentaire où on interagit ensemble sur tout ce qui est l'aspect humain de la conscience, que ce soit au niveau de la femme, du couple et de la masculinité. Donc voilà comment on a créé ça et comment on est arrivé à ce point-là aujourd'hui. Ok, tu parles de masculinité et il y a souvent un stigmate chez les hommes, et vraiment in extenso souvent chez les hommes noirs. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on est conscient que la thérapie, tout ça, que ça existe, mais on n'y va pas forcément. Parce que ça peut être un tabou chez nous, ça peut être quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, pour quelqu'un qui a jamais vu de thérapeute, comment tu décrirais le travail que tu fais? J'ai envie de dire que il faut m'enlever l'étiquette de thérapeute, même si c'est mon appellation, parce que au final, les gens qui potentiellement doivent venir me voir, ils doivent se reconnaître en moi. Et moi, ce que j'essaie de faire à travers ma thérapie, c'est, voilà, moi là, aujourd'hui, je suis en podcast, je parle bien. Mais quand je parle dans la rue, je parle comme un mec de quartier, parce que j'ai grandi dans un quartier et je suis un mec de quartier. Et c'est important pour moi que les gens se reconnaissent en moi. Donc, j'essaie déjà toujours d'avoir ce côté un peu caméléon. Ça veut dire que quand je vais dans un podcast, j'utilise les mots qui vont avec l'endroit. Quand je parle dans la rue, je parle dans la rue. Donc, quand je viens avec quelqu'un qui a les mêmes codes que moi, qui vient du quartier comme moi, ou simplement qui a des codes africains, qui a des codes plus des milieux précaires, je vais m'adapter à la personne. Donc une personne qui a envie de venir vers moi et qui a des codes qui sont... La thérapie, c'est pas pour nous, il faut s'aider soi-même, ou sinon des fois, il faut tout remettre dans les mains de Dieu. Pensez que Ouais, ça aussi. moi, je suis un petit peu cette personne qui vient casser les codes, parce que je suis comme vous. Moi, les gens que j'aide, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai de tout. J'ai une femme qui est médecin, j'ai une autre qui est au RSA, j'ai un homme qui est un grand businessman, j'ai des influenceurs, j'ai de tout. Et j'arrive toujours à me fondre dans la masse et être un petit peu cette personne qui est monsieur tout le monde. Parce que à la fois, j'ai grandi 10 ans dans un quartier, ensuite j'ai grandi 10 ans à la campagne, ensuite j'ai passé 10 ans dans un milieu un peu plus de fac, voilà, d'études, etc. Et maintenant, je suis dans un milieu d'entrepreneurs. Ça veut dire que du coup, je connais quasiment les 4 milieux les plus représentés. Ouais. Donc, je peux parler à un mec de cité, je peux parler à un mec de campagne, je peux parler à un mec qui a fait des études, je peux parler aussi à des entrepreneurs.
Et c'est ça que les gens ont besoin. Et je pense que, entre guillemets, sans vouloir faire ma pub, il y a besoin de plus de gens comme moi pour que les gens se reconnaissent. Donc une personne qui veut travailler avec moi, sache que, voilà, moi je suis ton pote, je suis pas ton thérapeute. Mais par contre, j'ai une expertise de thérapeute. Je vois ce que tu veux dire. Et à quel moment tu penses qu'un homme doit se dire, bon, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin de parler, tu vois? À quel moment le déclic devrait apparaître? À tout moment, parce que en fait, ça t'évite de tellement de mettre ton énergie sur tellement de choses. Quand tu peux avoir une ligne directrice sur quelque chose, c'est tellement bien. Imagine là, demain, toi là, tu crées ton podcast comme tu l'as fait, mais tu n'as aucune base. Tu connais rien, tu sais pas que tu peux prendre un studio, tu sais pas que tu peux louer des micros, que il te faut faire une trame, tu n'as aucune base. Tu vas galérer à le faire. Donc mieux vaut avoir quelqu'un qui va te donner une base. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est si tu es à Paris, tu vas aller à Marseille, t'as pas le permis, t'as pas le code, t'as pas vu de moniteur. Tu vas prendre ta voiture, tu vas peut-être y arriver à Marseille, mais combien d'accidents tu vas faire? Si tu peux avoir les moniteurs qui vont te permettre de t'apprendre la conduite et ensuite avoir le permis, ce sera plus simple pour toi. Ouais. Donc moi, je suis un petit peu la personne qui vient de délivrer le permis, quelque part. Donc c'est ça pour moi. Donc quand tu es un homme, dans tous les cas, tu as besoin un jour d'un permis de vivre. Et le permis de vivre, ça passe par la thérapie. Le permis de bien vivre, j'ai envie de dire plutôt. Ouais, je comprends et si on peut revenir un peu à ce que tu disais sur toi, ton histoire et la maison ACT, je dirais que le en fait, tu viens de dire que le déclic, il doit arriver à tout moment et je pense que chaque décision qu'on prend dans notre vie en pleine conscience, en fait, on l'a fait dans cette direction-là. Tu vois? Soit de mieux se connaître, soit de se réparer et je pense que c'est un peu le cas dans les relations amoureuses aussi. Tu vois? Il y a plein de fois où, bah, tu trouves ta personne et c'est très bien, mais il y a plein de gens qui se lancent dans des relations entre guillemets, au-delà d'aimer la personne ou au-delà de se lancer dans une relation pour aimer, on se lance aussi pour se trouver, tu vois? Mais moi, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Souvent, on va dire, «Moi, je cherche ma moitié». Ou il y en a d'autres d'autres écoles qui vont dire: «Il faut être heureux avant pour partager son bonheur». Moi, je suis des 2 écoles. Ça veut dire que pour moi, 1 + 1 = 3. C'est pas 1 + 1 = 1 ou 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 3. Toi et moi, on va créer une entité qui va s'appeler le couple. Donc quelque part, on va mettre nos ingrédients dedans de bonheur. Donc il faut qu'on en ait déjà un. Donc ça prend la thèse de avoir du bonheur pour le rajouter à l'autre. Mais aussi, cette entité-là va grandir. Et pour moi, c'est le couple qui va te permettre de savoir qui tu veux être. Parce que c'est grâce à l'autre que tu vas voir. Et j'avais vu une phrase qui disait que tu veux prendre un moine tibétain qui va méditer pendant des années dans son temple, il n'apprendra jamais autant sur lui que dans un couple. Parce que le couple, c'est tellement le miroir de soi, on voit toutes nos failles et ça nous aide vraiment à comprendre. Et moi, souvent, j'ai ces discussions avec ma femme où je lui explique que ça sert à rien de se prendre la tête. Ça ne sert à rien de s'en vouloir de quelque chose parce qu'au final, tout ce que tout ce qui vient de contrarier chez moi, c'est quelque chose que tu dois intégrer chez toi. Tout ce que moi, c'est pas dans l'inverse, c'est pareil. Et quand on va arriver à comprendre que on n'est que dans une intégration pour un objectif de croissance et d'épanouissement et d'harmonie, comme mon livre qui est derrière, là, on va réussir à avancer et construire ensemble et grandir ensemble. Et je sais que souvent, il avait ces phrases de me dire, mais si tu sais tout ça, pourquoi des fois, tu as aussi de mauvais comportements? Parce que je lui explique, parce que l'être humain est constitué de plusieurs entités. Moi, j'ai conscience de ça. Et mon ego, lui, il me laisse pas tranquille. C'est-à-dire mon ego, quand il arrive, c'est pas moi qui suis là, c'est lui qui est là. Et lui, quand il décide que ce que tu as fait m'a blessé, moi, je peux rien y faire. C'est mon ego. Et je l'ai pas encore assez, euh, comment dire, intégré, transcendé pour qu'il ne prenne plus la place qu'il doit prendre. Donc des fois, je le laisse agir, et puis après, je lui dis, ok, c'est bon, t'as agi, maintenant, laisse-moi reprendre les rênes. Et là, on peut réussir à avancer. OK. Ce que tu dis, ça m'amène à 2 questions. Je vais te poser la première, mais je remarque aussi que le couple, c'est peut-être tu disais qu'il y a un moine tibétain, même si, il a fait un énorme travail de croissance personnelle, il se connaîtra jamais que quand il était en couple parce que peut-être le couple, c'est l'endroit où on se révèle le plus. C'est l'endroit peut-être où naturellement, il y a plus de vulnérabilité, on met de moins en moins de barrières et c'est l'endroit où on voit vraiment si on est sain ou pas sain, quoi. Et ce qu'on remarque, c'est que aussi dans les couples ou dans les choix de partenaires, il y a des schémas qui se répètent, des gens qui sont dans des schémas toxiques et qui se répètent indéfiniment jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Euh, et donc ça veut dire que des fois on se lance euh, pour soigner quelque chose, mais comme on est tellement le reflet de nos problèmes, bah en fait on sort pas des schémas desquels on veut sortir, quoi. Exactement. Et
il faut prendre ça au niveau biologique. Tu sais, quand tu as un rhume, ton corps, il envoie les anticorps. Et ces anticorps, c'est un virus qui est plus fort que le virus. Parce que c'est le virus qui va tuer le virus. C'est pareil dans les relations. Tu as un schéma conflictuel parce que tu as vu tes parents être dans des conflits, tu as vu ton père tromper ta mère, tu as vu ta mère être jalouse ou excessive, j'en sais rien, peu importe, je donne des exemples au hasard. Et toi, tu vas le répéter parce que tu vas avoir besoin d'avoir un virus similaire ou plus fort que ce que tu as vécu pour le comprendre et le transcender. Et c'est ça qu'on appelle encore une fois le transgénérationnel, l'héritage familial. Et ton but à toi, c'est de comprendre que le schéma de tes parents, il se répète à travers toi pour te permettre de grandir et de te révéler. Parce que comme on l'a dit, l'enfant, c'est que la continuité de son parent. Et donc forcément, c'est ce que son parent n'a pas fait que lui doit faire. Si on part à la source, finalement, on va même aller un petit peu dans un truc un peu spirituel, ésotérique. On va dire que c'est... En fait, on est tous en train de payer les erreurs d'Adam et Ève, si on veut se mettre dans une... Voilà, dans une métaphore, tu vois. Adam et Ève ont fait des erreurs, et puis, entre guillemets, vu qu'on est tous les descendants, selon les croyances, hein, et ben finalement, on est en train de payer ça à travers plusieurs descendants qui ont donné d'autres brassages qui fait que, tu sais, c'est les codes téléphone. Tu as des millions de combinaisons, mais c'est pareil en fait. Il y a des millions de combinaisons qui ont donné des schémas, et maintenant, à nous, à travers les générations, de guérir ça petit à petit de plus en plus. Et c'est ça le but de l'incarnation terrestre, selon moi. Mais c'est ma vérité, et ça se trouve que je dis n'importe quoi là. Mais c'est ma vérité, et ça peut être totalement différent, mais c'est ce que j'aime croire. Je pense pas que ce soit n'importe quoi, mais je pense que ça peut parler qu'à un type de personne. Il y a des gens qui vont trouver ça lunaire parce qu'ils ont pas, leur incarnation terrestre, ils la voient pas comme, quelque chose avec de plusieurs dimensions, de spirituel, de lié aux autres, donc ça va peut-être pas leur parler. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et si je reviens à la 2e question que j'avais, où on parlait des conflits un peu et des dimensions qu'on a en tant qu'être humain, il y a qui on est vraiment. Tu as notre ego, tu as peut-être notre enfant intérieur, tu as peut-être une blessure qui a pris une partie de notre personnalité. Et comment... Donc, des fois, dans un conflit, c'est même pas toi qui réagis, c'est la personne, ce que tu as fait en face, c'est peut-être minime, mais en fait, ça fait écho à une blessure que tu avais, et donc tu peut-être surréagis ou réagis de façon disproportionnée parce que ça fait écho à ce que tu as vécu, quoi. Et toi, en pleine conscience, comment tu arrives, ou est-ce que tu arrives à dire ah là, c'est mon ego qui parle, là, c'est mon enfant intérieur qui parle, là, c'est moi qui parle. Et donc, est-ce qu'en pleine conscience, tu arrives à savoir à qui tu donnes les rênes un peu et qui a le pouvoir, en fait, au quotidien? Dans mon livre, c'est exactement ce que j'expliquais. Déjà, j'ai expliqué que l'être humain est constitué de 3 entités, l'ego, l'enfant intérieur et le moi, et que ils sont tous sans cesse en discorde. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Harmonie. Parce que le but, c'est de sortir de la discorde. Et tant que tu n'as pas intégré ça, tu es toujours dans ce combat. Et l'ego, c'est l'individualisme, tu vois. Parce que quand on arrive sur Terre, on est dans l'unité. Tu vois, c'est un enfant, il croit que sa mère, c'est lui, que le monde, c'est lui. On est dans l'unité. Et ensuite, la mère, le père, les gens vont te donner une individualité. Ils vont t'appeler David, ils vont t'appeler Jonathan. Et toi, tu vas devenir ce on a créé. Et entre 0 et 7 ans, on a ce qu'on appelle les zones θ, qui font que tout ce qu'on va dire de toi, tu vas l'intégrer comme toi. Et donc, forcément, tu vas te créer une personnalité à partir de ça. Et avant de retourner à ce qu'on appelle l'unité et comprendre que les autres, c'est toi, il faut que tu intègres cet individualisme-là. Donc cet individualisme-là, il est là pour comme je t'ai dit, il faut intégrer les 2 pôles pour réussir à transcender la chose. Et donc forcément, tu es dans cet individualisme pour te permettre de comprendre que finalement, on est tous dans une unité. Donc c'est ça le but du travail et du chemin qu'il y a à faire dans soi. Et moi, quand je suis dans un conflit, je sais que par moment, comme je ne suis pas encore assez mature émotionnellement, mon ego, il prend la place. Et quand mon ego, il prend la place, j'ai appris à comprendre qu'il prend la place. Parce que je vois bien que il y a une phrase que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux qui disait, et ça m'a beaucoup parlé, chaque réaction disproportionnée fait appel à un schéma traumatique et une blessure. Je suis d'accord avec ça. Donc forcément, quand j'agis avec disproportion, c'est-à-dire je suis sur l'attaque, la défensive, où je me sens figé, tu vois, comme on va dire, face à un danger, soit tu attaques, soit tu fuis, soit tu es stoïque. Donc quand je suis dans cette position-là, je sais que c'est mon ego qui agit. Et c'est comme ça que les gens devraient comprendre. Si tu es sur l'attaque, si tu es sur la fuite, ou si tu es dans le côté où je suis figé, c'est qu'il y a une blessure. Donc c'est ton ego. Et donc quand il arrive, je ne le vois pas sur le coup, mais quand je redescends,
Ah, c'était mon ego. Et souvent, les gens, ils vont comprendre ça en se disant, souvent, ils se disent, pourquoi j'ai agi comme ça? Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû agir comme ça. Et c'est là qu'ils doivent comprendre que c'est leur ego. Donc, quand tu intègres que tu es soit dans la fuite, l'attaque, figé, et qu'en plus de ça, tu te poses la question pourquoi j'ai agi comme ça, c'est que tu es dans l'ego. Donc, quand je reviens dans ma pleine conscience à moi, je me dis, ah, c'est moi. Et c'est ce que vraiment j'essaie d'intégrer moi dans mon couple, dans mes thérapies de couple aussi, avec ce que j'aide, et aussi dans mon couple. On se dit souvent ça avec ma femme. On se prend la tête, on peut s'énerver beaucoup, être en colère sans vouloir. Mais par contre, on va jamais se le reprocher pendant des jours et des jours, des heures et des heures, parce qu'on comprend que là, c'est juste nos deux égos blessés qui ont agi. Donc après, nos 2 mois, ils s'aiment, mais nos égos, ils sont blessés par les expériences qu'on a vécues dans notre passé, dans notre enfance, entre 0 et 7 ans, où nos zones θ nous ont poussés à croire que l'on était ce qu'on a voulu nous montrer qu'on était. Exactement. Et tu as dit un truc, c'est que l'ego, c'est souvent le reflet des traumatismes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, moi, vraiment dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, ou même la personne que j'étais un peu quand j'étais plus jeune. Je sais que j'étais assez connu pour être virulent, tu vois, colérique. Ouais, tu me parles pas comme ça, là, tu manques de respect, tu vois. Et j'ai longtemps agi comme ça. Et j'ai longtemps eu dans des phases de grosse colère. La descente là que t'expliques où je me dis, mais pourquoi j'agis comme ça? Je me suis énervé, quoi. Et j'ai fini par me rendre compte que, ok, aujourd'hui, j'ai un ego qui ne tolère pas, ou qui a une tolérance très fine au manque de respect, parce que j'ai peut-être une blessure d'enfance où je me suis senti marcher dessus. Et mon mécanisme, mon schéma de protection, c'est plus jamais personne ne va marcher dessus. S'il y a un truc, on est là, on sait se battre, tu vois. Et, et ça revient à ce que tu dis, c'est en fait l'ego, c'est le reflet de tes blessures et faut pas les laisser prendre de la place, quoi. Sinon, tu vas être dirigé par ça et tu seras jamais toi-même vraiment. Exactement. Et il y a aussi un problème dans la définition de l'ego, c'est que l'ego, on le voit que dans une position dominante. Ça veut dire que souvent, quand on parle d'ego, on parle de, bah, comme tu dis, je suis colérique, j'ai de l'orgueil, je suis fort, je suis costaud, etc. Et je suis dans le combat. Mais comme j'ai expliqué, l'ego, il y a aussi la fuite. Il y a aussi le côté où je reste figé. Donc, il faut assimiler que, par exemple, quand une personne se victimise, c'est aussi de l'ego. Quand une personne est dans le je donne trop aux gens, c'est aussi de l'ego. En fait, c'est tout ce qui va nous caractériser. L'ego, c'est l'individualisme pur. C'est quand on va commencer à être dans ce que j'appelle l'illusion du soi. Qu'on va croire que on est défini par nos blessures et nos traumas. Donc, je vais être une personne qui, par exemple, qui est trop gentille. Ça, c'est de l'ego aussi. Je suis trop dur. Ça, c'est de l'ego aussi. Il y a, moi, ce que j'ai défini dans mon livre, 2 formes d'ego. L'ego soumis et l'ego dominant. Il faut l'intégrer. Parce que souvent, quand on va voir quelqu'un de colérique, on va dire qu'il a trop d'ego. Mais quelqu'un de aussi trop vulnérable, trop faible, trop mou, il a aussi trop d'ego. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en considération. L'ego, c'est tout ce qui va définir nos caractéristiques dès lors on les prend propres à nous. Quand on est dans une base d'ouverture et d'unité, à comprendre que c'est que le reflet de nous-mêmes, là, on est dans une forme d'unité, on n'est plus dans l'ego. Et là, on arrive à le transcender. Mais ça, c'est une étape que même moi, je n'ai pas encore franchie, sans vouloir dire que je suis un grand sage, mais j'y suis pas. Alors pourtant, j'enseigne aux gens à atteindre déjà un niveau plus grand, mais je ne suis pas encore. C'est très dur. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec les trois dimensions que tu as données, là, c'est le soi, l'enfant intérieur et l'ego. Enfin, je pense que c'est vrai, tu vois. J'ai envie de dire, c'est une science. Et il y a aussi d'autres cultures. Je crois que c'est Amérique du Sud ou Japon, je sais plus, qui disent qu'en nous, on a deux loups. On a un loup, entre guillemets, qui est bon et qui du coup qui est vertueux et qui réagit que de façon vertueuse, et un loup qui est un peu plus mauvais. Mais le loup qui est mauvais, il est mauvais pour plein de raisons. Tu sais où je veux aller, hein, mais le loup qui est mauvais, qui est moins vertueux, et il faut savoir quel loup tu nourris consciemment. Tu vois, chaque matin, tu te réveilles quand tu vas dans la vie que tu t'es créée. Tu as des fois où tu nourris plus le loup qui est vertueux, ou tu as des fois tu prends des décisions, tu te fâches avec des gens, tu agis d'une certaine façon. En fait, tu nourris plus l'autre loup, tu vois. Et plus tu gagnes en conscience sur, ok, à l'intérieur de moi, il y a telle partie, et je refuse que telle partie prenne le dessus, ou alors consciemment, je décide que c'est cette telle partie-là qui va diriger le bateau. T'es plus à l'aise avec toi-même. Tu te connais mieux. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, la loi de polarité, où il y a toujours 2 pôles. C'est une base de la vie. Il y a toujours 2 pôles. C'est plutôt 2 états de conscience. Et ces états de conscience, il faut les comprendre pour les transcender. Donc c'est important d'avoir cet aspect où on est dans l'image que j'ai un côté là,
Je nourris l'un, je nourris l'autre, mais pour nourrir le côté positif, entre guillemets, il faut intégrer que j'ai un côté négatif. Et quand on arrive à intégrer les deux parties, on arrive à du coup à passer un cap où on est beaucoup plus heureux et beaucoup plus en harmonie. OK. Si on revient sur les c'est bientôt la fin, je vois qu'on a bien parlé, on est presque à 1 heure. Si on revient sur la discussion qu'on avait sur les couples, les relations, toi, quand tu regardes de ton expérience et que tu regardes peut-être les gens que tu accompagnes, comment tu décrirais un couple sain, une relation de couple, saine? Une relation de couple saine, je la décrirais quand on a intégré que tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est chez nous. C'est aussi bien ce que l'on admire que ce que l'on critique. Et que forcément, si c'est une partie de nous, en vouloir une partie de nous, c'est contre-productif. Et Ouais. c'est ça qui est pour moi le plus important. C'est plutôt apprendre à aimer cette partie de nous, l'intégrer pour pouvoir la transcender. Parce que comme j'ai expliqué, pour pouvoir franchir des étapes de niveau de conscience, il faut pouvoir intégrer les deux pôles. Le côté positif, le côté négatif, selon ce qu'on veut, hein. Positif, négatif, c'est pareil, c'est deux pôles, mais ça veut rien dire. C'est juste pour dire qu'il y a un état comme chaud et froid. Il n'y a pas un truc qui est plus haut, plus bas. C'est des états qui sont comme ça, pas comme ça. Donc forcément, il faut intégrer les deux parties, à gauche, à droite. Et quand tu intègres les deux, que tu apprends à aimer les deux, tu vas beaucoup mieux. Comme j'expliquais, si tu es altruiste, c'est parce que quelque part, tu es égoïste à l'intérieur de toi. Et cet égoïsme-là, t'as appris à l'aimer. Et c'est pour ça que tu es devenu altruiste. Parce que tu sais que ce que tu fais, même pour les autres, c'est aussi pour toi. Donc le couple sain, c'est vraiment le couple qui va réussir à comprendre qu'il est dans cette forme d'altruisme et dans cette forme de les autres, c'est toi. OK, la transition est parfaite. Là, on arrive à la fin de l'épisode et je voulais finir sur une note un peu plus fun où en fait j'ai 3, allez, on va dire questions existentielles, 3 phrases, connues et j'aimerais bien que tu me dises vrai ou faux ou, ce que ça t'inspire. Tu vois, la première phrase, c'est: «Plus on est conscient et moins on est en paix». Parce qu'on réfléchit à tout. Plus on est conscient et moins on est en paix au début de la conscience. Quand tu commences à être conscient, tu n'es pas en paix. Mais ensuite, quand tu intègres ça, tu vas commencer à devenir en paix. OK, donc vrai et faux à la fois. Vrai et faux à la fois. OK. La 2e phrase, c'est: «Aller mieux demande de devenir quelqu'un qu'on ne connaît pas». Je dirais faux, c'est aller mieux, demande de devenir la vraie personne qu'on est réellement et arrêter de mettre des masques. OK, ouais, je suis d'accord avec ça et dernière phrase: «Tous les adultes doivent suivre une thérapie au moins un jour». Vrai, sauf que pas de la façon dont on le pense. La thérapie, c'est pas forcément aller voir un thérapeute. C'est aussi aller faire du sport, c'est aussi aller parler à un ami, c'est aussi voyager. Mais tout l'être humain doit faire de la thérapie en ayant conscience que c'est une thérapie. Si je vais voyager sans avoir conscience que c'est pour m'aider à grandir, voilà. Mais la thérapie, c'est ça. Et voilà, donc après, ceux qui veulent venir dans une vraie réelle thérapie, je suis ouvert, moi, et il y a d'autres personnes qui sont ouvertes, mais il faut prendre conscience que la thérapie, c'est nécessaire. C'est un petit peu le but pour aller dans la croissance. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci pour ton partage. À l'issue on vous mettra les informations de Jonathan, ses réseaux et le lien de son livre. On fera un concours même pour faire gagner son livre, sur Instagram donc regardez la bio de cette vidéo, regardez les posts Insta qu'on va faire et vous pourrez, comprendre un peu son métier et vous rapprocher de lui. Donc le mot de la fin, c'est ça. Merci beaucoup et j'espère qu'on pourra faire peut-être d'autres vidéos, d'autres concepts parce que 1 heure, ça m'a l'air court là et on aurait pu parler plus longtemps. Ouais, merci à toi. Franchement, c'était un plaisir et j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Et je pense qu'il va toucher beaucoup de personnes. Yes, espérons. Merci beaucoup, on se retrouve très vite, sur ce thème-là. Merci.